Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 4 février et la grosse rencontre d'hier soir, c'était évidemment du côté français, le match entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, une rencontre qui a été remportée haut la main par les Marseillais, une victoire qui fait du bien et qu'on va débriefer. On débriefera également la rencontre entre les Gunners et les Blues du côté de l'Angleterre, qualification assurée pour Arsenal. On aura à nouveau des gros points mercato avec le dossier Patrick Zabi, l'achat record du côté du Paris FC, Mateta, mais cette fois pas de record, juste une grosse désillusion. Et puis on aura un qu'est-il devenu avec Martin Terrier, l'ancien joueur du Stade Rennais qui va peut-être connaître une renaissance. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Marseille avait besoin de ça. Quel fait du bien cette victoire 3-0 face à un Stade Rennais. Alors certes, les Rennais ont bien aidé les Marseillais, ils ont été en dessous des attentes, mais en attendant, il y avait des polémiques de partout. Du côté de l'OM, Roberto De Zerbi était extrêmement contesté, l'équipe bougeait pas mal, le mercato hivernal avait été riche, il fallait retrouver des repères, tu l'as fait au Vélodrome. Voici les compos qui étaient alignés, et il y a un signe d'étention tout de même, c'est Gouiri qui est buteur et passeur, mais sifflé à cause d'un raté, et en homme du match, je vais retenir Greenwood comme souvent, Højbjerg, plein de sérénité au milieu de terrain, et Weah qui est un joueur que je trouve doté d'une personnalité très intéressante du côté de l'OM, quand cette équipe a parfois un petit peu de mal, quand t'attends parfois un réveil des Marseillais, je suis persuadé que lui, il a ça dans le sang et qu'il peut l'offrir pour son équipe. Alors ça a été un match où on a eu une petite polémique sur la VAR en la faveur des Marseillais, mais pour être honnête, ce qui a permis la performance olympienne, pour moi, c'est le niveau affiché par le Stade Rennais qui n'a pas été satisfaisant. T'as essayé de faire un coup avec une défense à 3 et finalement une équipe qui allait être un peu plus verrouillée, même si t'as l'habitude de cette défense à 3, mais là tu sentais que la volonté était de priver un petit peu l'OM. Bon ben finalement tu t'es retrouvé à toi te priver d'occasion. Devant, le Paul a été complètement isolé, j'étais assez triste pour lui parce que c'est le genre de match où quand t'es un attaquant, tu dois vraiment être déprimé. Et j'ai quand même envie de parler de Merlin, parce qu'au bout d'un moment, j'ai deux hypothèses. La première, c'est qu'il a eu de la sympathie pour son ancienne équipe, pour les Marseillais, et que du coup, il a volontairement saboté son match. La deuxième hypothèse que j'ai, c'est que finalement, Merlin a été critiqué par les Nantais pour être un traître, mais c'est un cheval de Troie qui avait pour but de saboter Rennes. Alors évidemment, je fais des blagues, mais ça a été un match où il a été dans tous les mauvais coups. De toute façon, de manière générale, la défense rennaise, ça a été extrêmement compliqué. Alors oui, Jacquet vaut peut-être 70 millions d'euros. Quand je faisais l'analyse du joueur, je vous ai livré le fait que Rennes n'était pas imperméable en défense, mais qu'en même temps, il était entouré de joueurs qui lui facilitaient pas la tâche. Je crois qu'on l'a vu aussi au cours de cette rencontre. Les statistiques sont assez parlantes sur le fait que Rennes a manqué de créativité. Alors certes, le match était plutôt équilibré sur le papier, la qualité des occasions était par contre clairement marseillaise, je vous assure, c'était frappant. Rennes est actuellement dans une mauvaise passe, il va falloir relancer ça. Il y a eu un sursaut avec Habib Beye, mais là j'ai quand même l'impression qu'il y a un retour à une triste normalité. Lui, c'est la plus grosse recrue de l'histoire du Paris FC, Patrick Zabi, 19 ans seulement, est joueur du Stade de Reims. Il a été recruté pour 25 millions d'euros et débarquera à Paris dès cet été. Il restera en Ligue 2 avec Reims pour terminer la saison. Alors c'est un très gros coup financier puisqu'il avait été recruté au début de l'année 2025 pour 100 000 euros seulement en provenance de l'Ivoire FC et il n'a pas disputé une quantité phénoménale de matchs. C'est avec seulement 23 petits matchs en Ligue 2 qu'il a complètement frapper les esprits. En fait, je vous mets un tweet de Datascout qui résume plutôt bien les choses. C'est un joueur qui a choqué beaucoup d'observateurs et de mon côté, je suis pas fidèlement le Stade de Reims, c'est le moins que je puisse dire, donc j'ai rattrapé ces matchs et j'ai été choqué. Il n'y a pas d'autre terme en fait. Je comprends la comparaison avec Paul Pogba qui est énormément faite parce que c'est un joueur qui est incatégorisable. Ses statistiques montrent que c'est un joueur qui a de très grandes qualités. Il est parfois décrit comme un box-to-box, mais il est juste bon partout. C'est un moteur, c'est un dribbleur, c'est un joueur volontaire. C'est un joueur qui surnage également physiquement. Alors Datascout l'attendait du côté de la Première Ligue et effectivement c'est le profil typique de joueur qui aurait pu partir en Angleterre pour une très grosse somme. Ne croyez pas que le fait qu'il ait fait seulement 20 matchs et quelques de Ligue 2 soit un frein à sa valorisation. Le Paris FC mise beaucoup sur les jeunes et moi je pense que c'est un recrutement plein d'avenir. C'est un pari mais finalement des recrutements sûrs à 100% t'en as jamais dans le football. C'est un joueur qui serait parti en Première Ligue s'il n'y avait pas eu le Paris FC et c'est ça que j'attends de ce Paris FC, c'est d'avoir une
une équipe qui permet aux talents de nos ligues, la Ligue 1 et la Ligue 2, de rester un petit peu plus longtemps dans le championnat, de se développer. Et là, j'ai quand même l'impression qu'on a un joueur qui aujourd'hui est jugé comme surévalué et jugé comme une dépense un peu folle de nouveaux riches, mais vraiment de ce que j'en ai vu, ça va se justifier dès la saison prochaine quand il va choquer une nouvelle fois, mais cette fois en Ligue 1. Pas d'exploit pour Chelsea, malgré Rosenior sur le banc, et Arsenal se met à rêver de tout remporter cette saison, parce que oui, c'est une qualification pour la suite de l'aventure en coupe, une petite victoire 1-0 obtenue par un but tardif de Kai Havertz, mais de toute façon, t'avais déjà remporté le match aller, donc on peut dire que c'est une qualif nette et sans bavure qui ne souffre d'aucune contestation. Les compos, la charnière Saliba-Gabriel que j'apprécie toujours autant, d'autant plus dans un match aussi fermé, au milieu Eze devait être le meneur. Je trouve dommage que son match ait été relativement mitigé, parce qu'en l'absence de Odegaard, c'est un peu lui qui avait la possibilité d'avoir les clés du camion. On peut pas vraiment dire qu'il ait porté avec brio cette responsabilité. Plus de déchets qu'à l'accoutumée et grosso modo une créativité qui était tout simplement pas au rendez-vous. Et puis sinon, comme d'habitude, il fallait pas attendre un but de ce bon vieux Gyökeres qui s'impose définitivement comme un bide. Je suis désolé, les mots sont durs, mais c'est mon sentiment. En face, j'ai beaucoup aimé le français Malo Gusto qui a contribué à libérer un petit peu Chelsea en verrouillant de manière excellente son couloir. Mais de toute façon, Arsenal laissait un petit peu le ballon. Ça se voit sur la possession, les Gunners avaient seulement 44% du temps avec la balle, mais devant, en fait, les Blues se sont heurtés à la solidité défensive d'Arsenal. C'était des attaquants qui se retrouvaient un petit peu trop isolés, et je trouve intéressant le bilan qu'on peut faire des Gunners à la sortie de cette rencontre. C'est une équipe qui, avec Arteta, cette saison prouve qu'elle peut être protéiforme. C'est terminé le Arteta dogmatique qui veut forcément avoir la possession, qui veut forcément avoir sa vision du beau jeu qui s'exprime sur le terrain. Ici, tu sais t'adapter à l'adversaire, ça donne parfois des matchs très fermés comme ici, mais super intéressant. Est-ce que c'est cette maturité dont a terriblement besoin Arsenal pour remporter tout cette année? Je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment, il vise encore ça, et rien que pour ça, chapeau. Le mercato absolument catastrophique de Mateta, j'ai de la peine pour le français, il faut se rendre compte à quel point il passe un mauvais moment. Il rêvait de quitter Crystal Palace, il y avait notamment la convoitise de la Juve. Finalement, Palace demandait une somme trop importante, au-dessus de 30 millions d'euros pour la vieille dame, mais pas de panique, t'avais le Milan AC qui était disposé à poser 35 millions d'euros sur la table. On annonçait même que le transfert était bouclé, sauf que le joueur s'est fait rebooter à la visite médicale, comme toi qui arrive en boîte de nuit habillé comme un vulgaire pélo et où le videur te dit non, tu rentreras pas. Parce que vraiment, le sentiment à la sortie de la visite médicale, c'est ça. Selon la presse italienne, il y a un problème avec le genou de Mateta. Alors déjà, énorme désillusion pour le joueur qui se voyait bien avoir son aventure à 28 ans du côté de l'Italie et encore passer un cap. Mais en plus de ça, ce qu'on lit sur son genou, c'est pas très très rassurant. Ok, le joueur est opérationnel actuellement, mais ce que la presse italienne avance, c'est que ce problème au genou va demander une opération, soit immédiate, qui entraînerait 3 à 4 mois d'absence, donc là on comprend que le Milan n'a pas voulu se mouiller en le recrutant, soit il attendrait la fin de saison et là il aura encore plus longtemps d'absence. Et en fait, tu as un petit peu un choix horrible à faire pour Mateta. Soit il se fait opérer maintenant si ses informations médicales sont bien réelles et il compromet ses chances de participer à la Coupe du Monde avec la France. Or son arrivée dans la liste, c'était un petit peu l'accomplissement d'une carrière à l'éclosion tardive et c'était une super bonne nouvelle pour lui. Soit il se fait opérer après la Coupe du Monde, mais il aura 29 ans cet été, Mateta. S'il loupe de très nombreux mois, peut-être qu'il va louper également la fenêtre où il peut rêver d'un dernier très gros transfert dans un club attractif en tant que joueur où on va attendre beaucoup de choses sur les terrains. Donc franchement, un mercato hivernal terrible pour Mateta. On lui souhaite de bien rebondir et de continuer à bien jouer à Crystal Palace. Et on souhaite que cette question médicale n'ait été qu'une excuse pour le Milan, mais franchement, ça sent pas bon. Mais au fait, il devient quoi, Martin Terrier? Il est complètement sorti des radars depuis qu'il a quitté le Stade Rennais pour le Bayer Leverkusen. C'est sa deuxième saison et il a complètement été miné par les blessures. Il en a notamment connu une très très grosse, une rupture du tendon d'Achille qui l'a privé de l'année 2025. Mais si je vous en parle, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Il fait son retour sur les terrains et il a justement marqué avec Leverkusen au cours d'un match de coupe. Et Martin Terrier, c'est un joueur qui a toujours été historiquement plutôt fragile, mais il faut avouer que
que ça a vraiment compromis ses premières performances du côté de la Bundesliga. C'est dommage parce que c'est un joueur qui, quand il joue, il est bon. On le voit sur cette saison, il grappille des minutes de jeu parce que bien évidemment, après une telle blessure, la réincorporation doit se faire de manière prudente, mais il a déjà marqué 4 buts. Ça peut sembler pas énorme, mais en 592 minutes de jeu, ça veut dire 4 buts en l'équivalent temps de jeu de 6-7 matchs. Et c'est quand même un joueur que j'ai toujours trouvé intéressant. Quand il était au Stade Rennais en 2021-2022, il avait vraiment connu une période exceptionnelle. Derrière, il y a eu les croisés. Après, les Leverkusen, cette fameuse question de tendon d'Achille. Mais s'il arrive à se défaire un peu des blessures, c'est un joueur qui a 28 ans. C'est un joueur qui a encore un long contrat au Bayer Leverkusen parce qu'il est engagé jusqu'en 2029 et qui, à mon avis, peut donner de très bonnes choses. Donc j'espère qu'il va enfin se défaire de ses pépins physiques. J'espère que ce but va être le premier d'une longue série. Mais en tout cas, que devient Martin Terrier ? On peut conclure en disant que c'est un joueur qui a connu une parenthèse assez longue à cause des blessures et que désormais, on espère qu'il va reprendre le fil de sa carrière. Terminé pour le journal du jour, un jour un teasing, un jour pas de teasing, on est dans le jour où il n'y a pas de teasing, ça va devenir un petit peu le running gag, je vous donne donc simplement rendez-vous aux alentours de 17h, il y aura bel et bien une vidéo, kiffez bien votre journée, salut.